C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Eco-Business, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité économique à travers le triangle national, l'Afrique, voire le monde. Au menu de cette édition, deux sujets principaux. En premier, nous parlerons d'expropriation, une donne qui crée moult remous dans la société camerounaise ces dernières semaines, ces derniers mois, avec en prime ce soir le cas de la vallée du Thème. La vallée du Thème où les populations réclament un peu plus de 66 000 hectares, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quel est le cadre réglementaire? Quelle est l'opportunité sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan industriel dans un cas d'expropriation? Ce sera la réflexion tout au long de la première partie de cette édition. En deuxième partie, nous évoquerons un sujet tout aussi sensible, celui de la décentralisation. La communauté africaine célébrait cette semaine, ce lundi 10 août précisément, la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Décentralisation au Cameroun entre avancée et reculade. Quelques mois seulement après la mise en place des nouveaux exécutifs communaux, beaucoup de maires peinent à exercer efficacement leur mission. Ceci dû à des relations très difficiles avec l'autorité administrative, sous-préfet et préfet, mais également l'épineuse question de la mobilisation des ressources financières. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel des thématiques qui seront traitées ce soir. Le panel est là, il est prêt. Ils sont trois. Le premier que je m'en vais vous présenter, Joseph Marié Lundo, économiste consultant, habitué du plateau d'Eco-Business. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Deuxième invité, c'est un fin connaisseur des deux principales thématiques de ce soir. Il est d'abord un fils de la vallée du Thème, ancien maire de la commune d'arrondissement, de la commune d'Ambam, précisément, et politologue, expert en décentralisation. Yacet Bambo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Assez bien, merci. Le troisième invité est environnementaliste Alain Wasso et avec nous ce soir. Bonsoir Alain Wasso. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, cher monsieur. Je voudrais avec vous, je vais commencer par vous, Yacine Bambo. On va entamer le premier sujet relatif à la question des expropriations. Mais avant d'entrer dans le, on va dire, le volet réglementaire, est-ce que vous qui êtes un fils du MAM, une élite de la vallée d'une Thème, ancien maire d'Ambam de 2013 à 2020, est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, nous resituer de quoi s'agit-il exactement, ce problème de 66 000 hectares dans la vallée du Thème? Il s'agit de quoi exactement? Alors, merci de me passer la parole. Ce qu'il faut déjà dire d'entrée de jeu, c'est que les terrains, les forêts et je voudrais dire les ressources naturelles avec tout ce que cela comporte appartiennent à l'État. Alors, lorsque vous avez besoin d'une portion de terrain, vous introduisez un dossier si vous êtes un individu et l'État étudie le dossier. Si l'étude est favorable, vous accorde un titre de propriété qui s'appelle le titre foncier. Il faut le dire d'entrée de jeu, les terres appartiennent à l'État. Alors, le problème qui se pose dans le département de la vallée du Thème est que je voudrais dire, dans sa politique de lutte contre la pauvreté et de planification du développement, l'État du Cameroun a entrepris la création des réserves foncières dans plusieurs départements de la région du Sud, parmi lesquels le département de la vallée du Thème. C'est ainsi que pour ce qui concerne ce département particulièrement,
je voudrais dire, des terrains d'une superficie totale de 66 000 hectares ont été déclarés d'utilité publique par le ministre en charge des domaines, cadastre et affaires foncières. Nous sommes en 2012. Je parle bien de déclaration d'utilité publique. Quel était l'objet de la déclaration d'utilité publique? L'objet de la déclaration d'utilité publique était la création des réserves foncières pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser des projets le cas échéant. Et dans le cas d'espèce, il s'agissait des projets dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, je voudrais dire que jusqu'à ce stade, il n'y a aucun problème. Parce que l'État peut, sur, je voudrais dire, n'importe quelle partie du territoire, décider de créer des réserves foncières parce que les terres appartiennent à l'État. Alors, ce qui fait problème, c'est que les terres ayant été déclarées d'utilité publique par le ministre en charge des affaires foncières et en 2012, suivi en 2016 d'un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, qui crée donc ces réserves foncières-là. À la suite de ce décret, bien évidemment, les services déconcentrés du ministère en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières ont procédé à l'immatriculation de ces terrains-là à travers donc la création de l'établissement des titres fonciers. Je voudrais parler de la délégation départementale des domaines et des affaires foncières de la vallée du Nthème et plus précisément du conservateur foncier qui a donc procédé en application du décret du Premier ministre à établir donc les titres fonciers. Jusqu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. Alors le problème naît à partir du moment où, initialement, les terres ayant été déclarées d'utilité, je dis bien publique, pour la réalisation des projets étatiques, les populations ont été surprises avec amertume qu'un beau matin, des individus ont débarqué pour implanter des bornes. Et les là où individus mandatés par des individus, je dirais à ce stade, des individus non identifiés de toute façon. Des personnes sont venues pour implanter. Non connues dans le département de la vallée du Nthème. Alors, ces personnes ne se sont pas limitées uniquement à l'implantation des bornes. Ces personnes sont allées un peu plus loin. Je voudrais dire, ont poussé un peu plus loin. Ils sont allés vite en besoin en demandant aux populations, aux villageois, de ne plus accéder à leurs champs. C'est donc ça le point de départ. Alors les populations sont donc surprises que mais comment un beau matin, les gens arrivent, débarquent, se mettent à implanter des bornes et nous demandent de surcroît de ne plus entrer dans nos brousses pour travailler les champs. C'est ça qui a donc créé le soulèvement de la population. Donc c'est ça le problème. Au point où un ensemble de groupes se sont donc constitués. Le groupe le plus, je voudrais dire le plus actif, est un collège, un collectif, un consortium d'avocats constitué pour la plupart des fils du département de la vallée du Nthème pour voir plus clair cette affaire. Il résulte donc de leurs investigations que la procédure même, toute cette procédure est entachée d'irrégularité. Parce qu'il est inadmissible que lorsqu'on déclare, je voudrais dire, un terrain d'utilité publique, cela doit se suivre par des indemnisations avec tout ce que cela comporte, des commissions qui sont mises en place. Permettre aux populations de se recaser, les mises en valeur, tout ce que cela comporte. Alors, ce qui irrite un peu les populations, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Donc, à ce stade, donc, les populations ont décidé de voir plus clair et ont décidé également de saisir les autorités qui, d'abord le ministre en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières, pour exiger l'annulation pure et simple de l'arrêté déclarant d'utilité publique
cet ensemble de terrains-là, d'une part, et d'autre part, ils ont saisi le Premier ministre, chef du gouvernement, pour solliciter également l'annulation du décret qui crée donc les réserves foncières. Je voudrais dire qui crée donc un domaine privé de l'État, en quelque sorte, à ces endroits-là. Et c'est le problème de la vallée du Thème qui alimente donc les débats ces derniers jours. Alors, Joseph Marie Elombo, 66 000 hectares, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas la vallée du Thème, n'est pas la seule. Également, dans l'ONCAM, dans d'autres localités, ce sont ces expropriations avec des vastes étendues foncières. C'est un problème qui commence à être régulier dans notre pays. Sur quelle base on peut justifier l'étendue? Est-ce que vous comprenez ça, l'étendue de la superficie à exproprier, à faire exproprier aux populations? 66 000 hectares, c'est quand même beaucoup. Ouais, vous savez, l'État, parce que quand on parle d'État, au Cameroun, on ne sait pas exactement de quoi on parle. On ne sait pas si c'est le président de la République, si c'est les communes, si c'est les régions, si c'est le MINAD, si c'est le ministère. L'État au Cameroun est une nébuleuse. Parce que cette question des terres, justement, est abordée avec beaucoup, à mon sens, avec très peu de sérieux. L'État du Cameroun, si c'est l'État du Cameroun qui a les terres du Cameroun, d'abord, je ne comprends pas la notion de réserve foncière. C'est l'État du Cameroun qui a les terres du Cameroun. Il faut que cet État du Cameroun répartisse ces terres de sorte qu'il soit clair pour chacun d'entre nous que ça là, c'est la portion de l'État et ça, c'est ma portion. Et le seul document au Cameroun qui vous donne la propriété s'appelle le titre foncier. Et vous remarquerez donc que nous vivons cette sorte, je ne vais pas appeler ça le laxisme foncier, où personne ne sait réellement, même le comportement de l'État est suspect. L'État arrive dans un village et décide de faire une réserve foncière. Pourquoi? Mais que l'État arrive dans un village, identifie les terres, puisque les citoyens, des gens là, attention, qui ont acquis ces terres, il y a des siècles. Hein? Il y a des gens qui se sont battus avant les indépendances, qui ont fait des guerres tribales entre telle et telle et qui ont limité des terres. Mais lorsque l'État arrive, et si on accepte donc de vivre dans cet État-là, tous, il faut que l'État organise de sorte que personne ne se sente en danger ou lésé. Et le comportement de cet État est un comportement qui ne rassure pas. Il faut, moi j'ai toujours proposé un plan cadastral national. Où, si on vient dans la vallée d'une Thème, on dit, voilà monsieur le maire, je ne le prends pas comme maire, je le prends comme un habitant de la vallée d'une Thème, il a une famille, ils ont un village. Qu'est-ce qui appartient à ce village et qui lui appartient en propre comme étant des terres du village? Quelles sont les terres de M. Bambou là-dedans? Quelles sont dans votre village à vous vos terres? En ce moment-là, on vous donne, et vous savez exactement, parce que la terre est une valeur. Mais les gens habitent des terres depuis des dizaines, des centenaires, des années, des dizaines, des centaines d'années. Et ils ne savent pas à quel moment, à tout moment, cet État peut arriver et décider que les terres n'appartiennent plus à ces gens. Je pense qu'il y a là un travail de fond à faire pour que ces terres-là prennent une certaine valeur. Il faut faire un plan cadastral, que chacun ait sa part. Si l'État du Cameroun dit que dans la vallée d'une Thème, l'État du Cameroun a 66 000 hectares, ok? Il prend ces 66 000 hectares, parce que le temps de... Parce que vous voyez qu'il y a cette affaire d'indemnisation, d'expropriation. Ça veut dire qu'il y a eu soit des gens qui sont allés travailler sur des terres qui appartenaient à l'État. Mais
a posteriori. Ces terres deviennent a posteriori des terres de l'État. En même temps, ça appartient à l'État. Jamais vous ne verrez l'État venir un jour vous dire, bon, là vous êtes en train de travailler là, vous êtes en train de travailler sur ma terre. Hein? Les gens peuvent travailler pendant des années, puis un jour on dit, et puis ça crée des magouilles, ça crée c'est un flou qui est tel que personne ne peut nous dire aujourd'hui avec exactitude quelle est la politique foncière du Cameroun. C'est un problème. Et la terre là, c'est sur cette terre là que nous tous nous vivons, sur cette terre là que nous marchons, que nous cultivons, que nous faisons toutes nos activités. Il est absolument nécessaire aujourd'hui que l'État mette en place une politique foncière claire, de sorte que chacun soit rassuré par rapport à cette organisation. Politique foncière claire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut généraliser, par exemple, ce que vous appelez le plan cadastral en organisant déjà réserve foncière ici. Oui, c'est-à-dire que, et donc ça ne doit pas se faire en catimini. C'est-à-dire que, bon, vous ne pouvez pas être chez vous un jour et puis les gens viennent entrer. Parce que les gens, là, au moins respecter les passifs, gardent ces terres. Donc, ils doivent être associés. Ces terres-là, 66 000 hectares, c'est des... Moi, je connais bien la vallée d'une terre. J'ai travaillé là-bas, j'ai structuré les coopératives cacaoyères, justement, dans la vallée d'une terre. Toumaillon, j'ai été l'un des consultants qui a structuré cette coopérative. Donc, et c'est vraiment... vous ne pouvez pas venir, et puis les gens travaillent là-bas. Hein, les gens font leurs champs, ils font en dehors de cacao, il y a plein de choses. Vous savez qu'il y a le marché frontalier là-bas à Minko, il y a un marché de... c'est pas, il y a un il y a un autre marché dans la brousse là-bas, qui est un marché très florissant également. J'oublie seulement les noms. Mendicom. Hein, j'ai été là-bas partout. Et les gens travaillent. Ils mettent en valeur les terres. Et ces terres-là, dans leur configuration, dans leur carte, appartiennent à des gens précis, monsieur le maire. Il n'y a pas un endroit, dans un endroit là-bas au village, où on ne vous dira pas que ça appartient à telle famille. Et ces familles-là, si vous allez toucher à ça, vous allez voir des gens vous dire, monsieur, ça m'appartient. Donc l'État ne peut pas se comporter simplement comme si il arrive, dès qu'il arrive, bon, c'est pour ça que je vais poser la question, qui est l'État? S'il y a donc une organisation qui s'appelle l'État, avec à sa tête un chef de l'État, un chef de l'État, et un gouvernement donc, qui gouverne l'État, que ces gens-là s'arrangent pour que la question foncière dans notre pays ne devienne pas une question de guerre civile. Parce que tel que c'est parti, on ne sait plus très bien. Et il n'y a pas que la vallée. Mais tel que cela a été expliqué par le maire Yassine Ba, on ne dira pas que c'est officiellement l'État. Quelques individus au sein de l'appareil administratif. Oui, mais qui ont réussi à faire signer des décrets à l'État, hein, aux représentants de l'État, qui ont réussi à faire signer des décrets, et même à lever des titres fonciers. Donc, et le titre foncier, c'est un document de l'État. Ça veut dire qu'il y a donc une mafia de l'État qui est dangereuse parce que ce qui se passe aujourd'hui, le maire n'est pas au courant que les gens sont entrés, les paysans, les gens du village, ils sont chez eux, ils voient les gens entrer, vous ne passez plus par ici, etc. Donc, il y a deux États. Il y a l'État formel, et puis il y a un État qui est l'État des amis, l'État des magouilleurs, l'État des pots de vin. Cet État-là est un État très puissant. Mais lorsqu'une situation comme celle-ci se présente, supposez que dans la vallée d'une terre, les gens prennent les armes, les couteaux et tout ça, et qui commencent à se dépecer. Parce que la terre est une chose cruciale. Lorsqu'on s'attaque à votre terre, vous sentez que c'est vous-même qui êtes attaqué dans votre essence. Et donc, je pense que cette affaire de la vallée d'une terre nous interpelle. J'ai entendu beaucoup d'analyses qui, ma foi, relèvent d'attitudes. Il y a des considérations corporatistes et communautaires. Tribalistes, clanistes et tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas aborder ça comme ça. Il faut aborder ça, nous sommes une nation en construction. Et ceux qui sont responsables de cette nation doivent toucher du doigt ces problèmes et réorganiser l'État pour que les citoyens ne soient pas toujours en train de... Parce que ça bascule très rapidement vers des questions communautaires, très rapidement vers des questions alors qu'il y a la vérité de fond. C'est qu'il y a des gens qui ont manipulé le dossier. Je voulais aussi ajouter à la suite de M. Elundou que ce qui fait également problème, vous savez, le département de la vallée du Ntem est en zone forestière. Donc les 4 communes du département de la vallée du Ntem sont des communes forestières.
Et le département de la vallée du Ntem est également un département frontalier qui partage les frontières camerounaises avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Cela étant dit, il faut bien que les gens sachent que les populations du département de la vallée du Ntem ne vivent que de deux activités principales, l'agriculture et le commerce. Et ces deux activités principales sont intimement liées. Parce que le commerce des vivres, naturellement. Exactement. Qu'est-ce que les populations vendent? Les populations vendent ce qu'elles produisent dans la forêt à travers dans la pratique de l'agriculture. Alors, les populations se posent donc la question de savoir comment se peut-il que initialement on dit déclarer d'utilité publique les parcelles de terrain et subitement ce sont des entreprises privées qui débarquent et on a décidé de concéder ces terrains-là à des entreprises privées qui viennent, je voudrais dire, cultiver. C'est-à-dire, c'est une sorte de concurrence déloyale. Est-ce que les populations de la vallée du Ntem ne peuvent pas cultiver le cacao et autres, qui a toujours été, je voudrais dire, la culture principale dans le département? Moi, j'en sais quelque chose. Donc, c'est ça qui fait problème. Lorsqu'on dépouille ces populations-là de leur terre, de leur forêt, elles n'auront plus rien à faire. Et ça peut développer le grand banditisme et peut-être le départ massif vers la Guinée équatoriale et le Gabon est vidé dans le département de la vallée du Ntem de leur population, de ces populations. Il faut apporter une précision pour compléter ce que vous dites. La loi de 1985, celle qui régit l'expropriation, précise justement que en cas de procédure d'expropriation, l'État ne peut concéder que ces parcelles, ne peut les mettre qu'au bénéfice d'une autre entité publique et pas privée. Exact. La précision en vaut la peine. La précision vaut la peine. La loi de 85 qui a été complétée par un décret d'application de 87 qui définit encore de façon plus détaillée la procédure d'expropriation et les modalités d'indemnisation des populations avec les différentes commissions qui sont mises en place. Et tout cela, lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, rien n'a été respecté dans toute cette procédure-là. Parce qu'il est inadmissible. Et rappelons, avant que vous continuiez, monsieur le maire, qu'avant de parvenir aux indemnisations, il y a d'abord des rencontres, il y a des assises. Tout à fait, pour expliquer aux populations. Bien évidemment. Alors, tout cela ne s'est pas fait dans la vallée du Ntem. Ça ne s'est pas fait. La preuve en est que les populations ne sont au courant de rien. Je parle des populations en termes de grande masse des populations. Je parle aussi des populations en termes de représentants, les élus. Je voudrais dire que moi, j'ai été maire de 2013 à 2020. Je n'ai pas été au courant de ce dossier-là. Or, j'ai eu le temps de parcourir les textes régissant dans la procédure d'expropriation et d'indemnisation. Que ce soit la loi, que ce soit la loi de 85, que ce soit le décret d'application de 87, il est dit que lorsque le ministre en charge des domaines signe l'arrêté déclarant d'utilité publique, cet arrêté doit être suffisamment vulgarisé. Ça n'a pas été le cas. Il va falloir une publicité, une large publicité. Le maire doit avoir une copie avec tout ce que cela comporte. Mais le préfet de la vallée du Ntem a tenu une réunion le week-end dernier, samedi. On a interrogé les 4 maires qui étaient en fonction à ce moment-là. Les 4 maires étaient présents. Aucun des maires n'était au courant. On a interrogé les chefs traditionnels. Aucun chef traditionnel n'était au courant. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens sont venus de façon clandestine. Ils ont concocté des choses. Je doute même fort qu'ils soient descendus sur le terrain parce que ceux qui ont été plus vigilants disent qu'à une époque, ils voyaient des avions survoler le territoire du département de la vallée du Ntem. Donc, c'était une sorte de cartographie aérienne qui était en train de s'opérer. Donc, tout le processus n'a respecté aucune norme. Donc, ça s'est passé dans la clandestinité, dans une irrégularité totale. Très bien. On reviendra dans le détail en ce qui concerne les potentiels bénéficiaires de cette opération, ceux qui sont indexés à ce jour, notamment les entreprises, celles issues du secteur privé. Alain Wasso, vous êtes environnementaliste. Au-delà du volet indemnisation, l'une des conséquences, elle est d'ordre écologique. Cette
l'ensemble de l'écosystème qui est totalement chamboulé, il y a des conséquences. Quel regard vous avez en tant que spécialiste des questions environnementales? Déjà, merci de me poser cette question. Le problème de la vallée Jimtom est un problème multisectoriel et qui cristallise l'attention de tous les Camerounais sur ce qui se passe en matière de foncier. Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais dire peut-être juste quelques mots sur les aspects techniques, administratifs pour lesquels Monsieur le maire et Monsieur Lundu ont évoqué. Effectivement, dans ce dossier, c'est d'abord un dossier qui concerne la procédure. Et il me semble-t-il, si je m'en tiens à ce que mes prédécesseurs ont dit, qu'on a maximisé ici sur le volet études de faisabilité pour une rentabilité économique. Avant même d'arriver au volet écologique, le volet social a été lésé. Parce que ce genre d'études, de projets de grande envergure devrait en principe, au préalable, faire l'objet même d'une étude socio-économique. Parce qu'effectivement, si ce genre d'études avait été mené, l'étude d'impact environnemental et social. Non, laissons même l'étude d'impact environnemental, c'est autre chose. Je dis bien l'étude socio-économique. Parce que l'étude socio-économique aurait permis de recenser tous les acteurs qui sont sur le terrain, de recenser les activités conflictuelles sur le terrain et de permettre de proposer des éléments d'atténuation ou bien de compensation, effectivement avec les dispositions de la loi de 1994 sur les indemnités liées aux expropriations. À ce niveau, la question, moi je me pose des questions parce qu'il y a des personnes ici qui donnent des éléments factuels qui sont de cette région. Est-ce que cela a été fait? Si cela a été fait ou pas, il faut produire des procès-verbaux. Visement pas, puisque le maire le confirme. Oui, tout s'est fait de manière irrégulière. Je vais dans ce sens. Il faut produire des procès-verbaux de réunion parce que généralement, ces procès-verbaux sont adossés au rapport qui va être présenté à l'attention de Monsieur le ministre. Et c'est effectivement sur la base de ce procès-verbal d'audience publique, elles sont plurielles en fonction du processus et des étapes dans lesquelles on se trouve par rapport aux études. À chaque fois, il y a toujours un procès-verbal et le procès-verbal rassemble les signatures des populations locales, des autorités locales dans le sens de la décentralisation et des autorités locales dans le sens de la déconcentration, effectivement avec les sous-préfets et préfets et consorts. Donc, à les entendre, effectivement, ces procédures n'ont pas été respectées. Mais il ne faut pas se le nier, il ne faut pas se cacher derrière notre doigt. Ce dossier intervient dans un climat social et politique tendu, lié à la question de celui qui est autochtone et de celui qui est allogène. Il est normal que où vous êtes né, où vos ancêtres sont nés, que vous pouvez disposer des espaces. Est-ce que vous serez traité de la même façon que celui qui vient d'ailleurs ou celui qui est né? Ce sont juste des questions que nous posons à ce niveau. Parce qu'il faudra que sur ce plateau, nous revenons sur cet aspect social et politique dans un climat un peu tendu. Ce sont des faits, ce sont des réalités. Maintenant, quand nous avons dit cela, nous revenons sur le volet écologique et c'est en ce moment que je vais répondre à votre question. Vous savez, les procédures d'expropriation, même durant la période coloniale, elles étaient très brutales. Hein? On vous expulsait juste du village. On trouvait un endroit de recasement. C'était vraiment manu militari. Mais dans le sens de l'environnement, le déclic est venu avec la conférence de Rio de 1992, pour lesquels on intégrait la notion de développement participatif. Participatif est lié aux populations qui ont grandi dans cette terre et qui ont protégé même les ressources de cette terre. Parce que si on trouve effectivement toutes ces ressources-là, c'est parce qu'il y avait des populations qui avaient des habitudes, qui avaient une culture, qui avaient des activités économiques qui contribuaient à la protection effectivement de ces ressources tant convoitées aujourd'hui. C'est la notion de développement durable qui est introduite avec le développement participatif durant la conférence de Rio de 1992. Maintenant, le Cameroun s'est réapproprié effectivement ces divers accords internationaux qu'il a signés, notamment, il y en a plusieurs, mais on va faire court. Et le cadre normatif interne a changé à travers la mutation des structures. Nous allons voir le ministère de l'environnement et des forêts qui va éclater en deux pour devenir ministère des forêts et de la faune.
ministère de l'Environnement, et par la suite, le ministère de l'Environnement va devenir ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, pour dire que nous sommes ici à un carrefour où plusieurs intérêts doivent être pris en compte. Ça veut dire les intérêts sociaux, des intérêts écologiques et aussi des intérêts économiques. Il est question ici de trouver la bonne dose afin que chacun des acteurs impliqués dans ce dossier puisse trouver son compte. Parce que, monsieur le maire l'a dit dans son expertise, cela s'inscrit dans un vaste plan de développement économique du Cameroun. Mais à côté de cela, effectivement, si maintenant on veut parler, si on veut laisser l'État et s'en tenir aux acteurs étatiques, on se rend compte qu'effectivement, certains mandataires de l'État induisent l'État en erreur. Maintenant, moi, je ne connais pas leurs raisons. J'espère qu'il y aura un audit ou bien des enquêtes à travers peut-être la coalition d'avocats dont M. le maire parlait tout à l'heure pour éclaircir autant bien l'État même, parce que l'État même a été trompé dans cette procédure. Et pour terminer, disons-le, ce n'est pas ces mêmes problèmes qui se trouvent dans la vallée du Témé. Moi, je connais d'autres zones du Cameroun où le foncier est toujours là. Il y a des conflits entre allogènes, autochtones, entre autochtones et État. Si vous allez même dans la réserve de faune de Sancho, actuellement, il y a un problème foncier à ce niveau et pour lequel les populations sont aussi dans un climat pour lequel des notions comme allogènes et autochtones sont toujours évoquées. Donc, c'est des éléments pour lesquels nous devons apporter. Mais la solution, ou bien la solution définitive pour ce problème, tous les acteurs devront tirer les comptes, aussi bien les opérateurs économiques, les ONG ou les partenaires qui vont dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement, et surtout les populations locales, parce qu'elles ne doivent pas être lésées. D'où l'approche de ce dossier avec un volet socio-économique. Très bien. Yassine, vous avez évoqué tout à l'heure un décret signé en 2016 par le ministre des Domaines et du Cadastre et des Affaires foncières. Il s'agissait bien du ministre Henri Ayeba ici. J'ai évoqué deux textes. En 2012, c'est l'arrêté du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières déclarant d'utilité publique ces parcelles de terrain. Et en 2016, c'est le décret du Premier ministre chef du gouvernement. À l'époque, en 2012, c'était le ministre Jacqueline Kouambeseke. Et en 2016, c'était le Premier ministre Ian Filemon. Voilà. Et est-ce que c'est ce décret du Premier ministre qui accorde à la société, parce qu'on va la droit au but, l'un des acteurs qui est mis à l'index, la société Néo-Industrie, spécialisée dans la transformation du cacao, alors, qui accorde l'exploitation de à peu près 26 000 hectares sur les 66 000 qui sont querellés. Il faut dire que ce n'est pas le décret du Premier ministre. Je dis bien les habitants, les populations du département de la vallée du Thème sont des populations citoyennes. C'est des patriotes, c'est des populations qui sont respectueuses, je voudrais dire, des institutions républicaines et des personnes qui les incarnent. Alors, le problème, jusqu'à la signature du décret du Premier ministre, le problème ne se pose pas. Parce qu'il est tout à fait normal, puisque nous respectons, les populations du département de la vallée du Thème respectent bien les institutions et les personnes qui les incarnent. Jusqu'à la signature, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le changement d'objectif initial. L'objectif initial, c'est la déclaration d'utilité publique pour la constitution des réserves foncières. Jusqu'à ce niveau-là, les populations locales n'ont aucun problème. Elles continuent de faire leur champ et autres. C'est à partir du moment où les populations ont découvert, parce qu'au niveau les deux ont été découverts au même moment. Mais je dis, si les populations ne venaient qu'à découvrir le décret, tout simplement, de création des réserves foncières et l'arrêté déclarant d'utilité publique ces parcelles de terrain, le problème ne se poserait pas. Le problème se pose à partir du moment où ces terrains déclarés d'utilité publique sont affectés à des entreprises privées. Et ces entreprises, il y a certaines, ou alors la plupart de ces entreprises, viennent mener les mêmes activités que les populations locales peuvent mener, notamment l'agriculture.
Alors les populations se demandent, est-ce qu'elles sont faibles? Est-ce qu'elles ne peuvent pas cultiver elles-mêmes? Sans intégrer les populations locales dans leurs activités. Voilà. Donc le problème, c'est les aspirations, les besoins, les intérêts des populations qui n'ont pas été pris en compte. Les populations n'ont pas été associées dans ce processus. C'est ça qui crée dans ce soulèvement à la découverte de toutes ces irrégularités. Au point d'aller donc plus loin, exiger non seulement le départ pur et simple des entreprises bénéficiaires à titre privé de ces parcelles de terrain-là, mais aussi les populations demandent donc l'annulation de ces actes qui ont été pris parce que les autorités qui ont pris ces actes-là ont été induites en erreur. Je pense que si des missions d'enquête, si les enquêtes sont ouvertes, cela permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres entre les responsables locaux des structures déconcentrées de l'État, notamment en charge du domaine des cadastres et affaires foncières, de l'agriculture et du développement rural, avec tout ce que cela comporte. Donc c'est à ce niveau qu'il y a problème. Les populations ne sont pas contre la création des réserves foncières. Les populations sont contre le fait qu'elles aient été mises à l'écart. Or, la vallée du Ntem a besoin de se développer. Nous sommes parfaitement conscients que le développement peut venir des investisseurs et autres. Mais il faut que ça respecte la procédure. On voit ce qui se passe ailleurs, notamment avec ce que la communauté urbaine de Douala a fait avec les collectivités coutumières, Bakoko et autres, dans le cadre des projets avec la société d'aménagement de Douala. Mais pourquoi on ne procéderait pas de la même manière pour le département de la vallée du Ntem? Et c'est ça qui crée dans le soulèvement des populations. Les populations n'ont-elles pas la capacité aussi de négocier? On ne chasse pas des entreprises, mais c'est la façon de faire qui énerve les populations. Les populations de la vallée du Ntem sont bien conscientes de ce que, pour le décollage économique, pour le développement de la localité, il faut bien attirer les investisseurs. Mais lorsque cela est fait dans la clandestinité, en marginalisant les populations, en violant leurs droits, les droits des populations autochtones et des minorités, c'est à partir de ce moment qu'il y a problème. Je vais vous prendre un exemple. Je vous disais tantôt que l'activité principale, c'est l'agriculture. Lorsqu'on arrache toutes les terres et les populations n'ont plus où cultiver, elles vont vivre comment? C'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. C'est à partir de là qu'il y a des soulèvements parce que ces gens-là sont venus. Ils n'avaient rien à traiter avec les populations. Ils se sont mis à implanter leurs bornes et demander aux populations de ne plus entrer. Parce que ces parcelles-là intègrent même les mises en valeur. Les gens ont leur plantation, les gens ont leur nourriture, etc. On vous demande subitement de ne plus accéder à vos champs. C'est ça qui fait problème. Très bien, vous voulez réagir, Alain Wasso? Je vais réagir peut-être pour lever certains équivoques et peut-être mettre certains bémols par rapport à certaines notions qui sont employées ici. Parce que quand on parle d'utilité publique, l'État, il déclare d'utilité publique, mais l'État est libre de jouir de cette utilité publique sous la forme qu'il le désire. Mais le problème, c'est de respecter la loi et l'esprit de la loi dans ce sens-là. Parce que vous savez, vous pouvez apporter une initiative privée, mais qui est déclarée d'utilité publique. Voilà, vous voyez par exemple les zones portuaires. Mais ça appartient à l'État, mais l'État loue des parcelles aux entreprises qui ont besoin de s'installer. On le voit à Kribi, on le voit à Douala, on le voit à Limbé. Donc, cela ne devrait même pas faire l'objet d'un problème, puisque M. le maire lui-même l'a dit, que le problème arrive au moment de l'implémentation de cette société-là, sous réserve de toute la procédure, le process qui a été bafoué depuis la base. Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'interprétation des dispositions réglementaires? Parce que la même loi de 85 dit effectivement que le transfert ou la concession ne peut se faire qu'au bénéfice d'une entité publique. Vous donnez notre interprétation que l'utilité publique peut être faite avec un partenaire privé, mais c'est bien clair dans la loi que la concession ne peut être faite qu'au bénéfice d'une entité publique. Ce que nous semblons ignorer, je pose juste des questions. Quelle est la part de l'État comme actionnariat dans ce qui se passe? Parce que vous n'allez pas me dire que... C'est peut-être autant de choses qu'il faut mettre... Effectivement, parce que nous n'avons pas le fond du dossier. L'État, quand l'État se lance dans ce genre d'entreprise, l'État a son représentant.
dans ce type de gros projets, parce que ça fait partie des projets structurants dans le domaine de la macroéconomie. Donc ça veut dire que l'État doit rester, l'État a un regard là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on ressente Est-ce que cela n'expose pas l'État à des pratiques, on va dire, mafieuses, à la limite, où certains responsables, parce que dans la procédure, dans la procédure, certaines sources nous ont rassuré que au-delà de 100 hectares, oui, c'est vraiment le privilège du chef de l'État. Oui. Vous faites bien de le remarquer, c'est pour ça qu'ici, nous essayons, peut-être avec une gymnastique très difficile, et comme l'économiste l'a dit, de faire la part des choses entre l'État comme entité morale et des individus qui engagent la responsabilité de l'art. C'est pour ça qu'en droit administratif, on parle de faute personnelle et de faute impersonnelle. Je pense que l'État, dans son audit interne, devra frapper ce qui est personnel et ce qui est impersonnel. Mais revenons maintenant même sur l'objet de l'exploitation. La difficulté est que il y a faute dès la base. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous connaissez les projets, aujourd'hui on ne peut pas faire un projet sans études socio-économiques. C'est le flou qui qui donne véritablement l'impression à tout le monde qu'il s'agit d'une mafia entre petits copains. Oui, c'est vous qui le dites. Mais je le dis, dans le cadre d'une étude socio-économique bien structurée, qui identifie les acteurs, qui identifie les objets et qui donne des propositions, des solutions, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui dans la valeur du thème. La valeur du thème permet de cristalliser l'attention de nos pouvoirs publics sur ce que les populations autochtones ou allogènes peuvent vivre au niveau local quand des responsables de l'État, quand des communes de l'État prennent des libertés sur un certain nombre de choses, parce qu'il est quand même ahurissant que M. le maire nous dise ici qu'il n'a jamais été consulté, associé. Sa signature ne figure sur mais ça, c'est un hold-up. Je pense qu'à mon humble avis, que... c'est aussi ça le visage de la décentralisation dont on parlera tout à l'heure. Bon, effectivement, là, on voit qu'il y a déjà des chevauchements de compétences négatifs entre le déconcentré et le décentralisé. On en parlera davantage. Joseph-Marie Elondo, on va vraiment au cœur du sujet. L'une des sociétés qui a fait l'objet de nombreux titres dans la presse cette semaine, depuis quelques jours d'ailleurs, la société Néo Industries spécialisée dans la transformation du cacao, son patron Emmanuel Néossi, qui aurait bénéficié de l'exploitation, d'un droit d'exploitation d'un peu plus de 26 000 hectares sur ces 66 000. Alain Ouassou a dit pour l'intérêt général. On sait qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin de booster sa production de cacao, mais surtout d'accroître la transformation. Est-ce que vous comprenez ce glissement dans le sens de l'utilité publique, permettre à une entreprise privée de bénéficier d'une concession d'une telle étendue pour réaliser des objectifs économiques pour le bien du Cameroun? Vous savez, la transparence, le déficit de transparence que nous avons tous observé ici sur ce plateau est l'un des problèmes majeurs. Surtout, on parlera surtout du mutisme de Néo Industries. Bon, vous savez, Néo Industries, en fait, est caché derrière une mafia. Il y a des gens qui se sont servis de l'État pour des besoins et des desseins personnels. Néo Industries, moi j'ai suivi un projet d'implantation d'une usine de cacao dans le Mbam. Dans la même période, nous sollicitions le programme Agropole. Et dans la même période, justement, j'avais signé pour la société qui voulait s'implanter dans le Mbam un certain nombre de contrats avec des coopératives cacaoyères dans la vallée du Ntem, la coopérative Ntoumayon, une coopérative en Goro, une coopérative dans la Leki, une coopérative dans le Mbam et Inubu. Parce que nous voulions envoyer 16 000 tonnes de cacao. Il fallait donc pouvoir collecter cette quantité. Nos industries étaient également dans la course. Il y a également Nkodosé à Mbalmayo qui est dans la course. Alors, le modèle
il faut savoir que nous sommes dans un pays qui a, avec un gouvernement, un chef d'État qui a une vision. Le modèle économique. On du a en Cameroun. image Emmanuel Néossi, Ouais. le patron de Neo Industry. Le modèle économique du président Biya pour le libéralisme communautaire est un modèle de mutualisation des paysans, n'est-ce pas, en entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez à la vallée du Thème, vous passez des commandes. Vous dites, à la vallée du Thème, nous voulons 5000 tonnes de cacao, de fèves de cacao de qualité, et voici l'itinéraire technique que nous vous imposons. Donc, toutes les sociétés qui sont passées par Agropole il y avait une conditionnalité. Si vous aviez reçu de l'argent du programme Agropole, une partie de cet argent était destinée aux coopératives pour renforcer leur capacité de production. Et nous Industrie, à l'époque, nous avons annoncé qu'il avait reçu 2,8 milliards. Mais dans la presse, j'ai vu 1 milliard. Mais dans tous les cas, cet argent, une partie était destinée à renforcer la capacité des coopératives agricoles pour fournir, donc accroître la productivité des exploitations, faire grandir les exploitations et fournir aux transformateurs locaux la fève de qualité nécessaire, n'est-ce pas, pour les marchés européens, américains, asiatiques. Parmi ces transformateurs, Neo Industry. Neo Industry. Donc ça c'est une chose qu'il faut qu'on nous explique. Donc, Neo Industry, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'il y a comme une sorte de projet improvisé. Vous ne pouvez pas avoir mis en place une unité de transformation, je ne sais pas, de 60 000 hectares, et c'est au moment où l'usine est prête que vous vous rendez compte que vous avez seulement 10 000 hectares, 10 000 tonnes. C'est quand même extraordinaire. Quelle est cette étude de projet? Et lorsque quelqu'un évoque la question de l'étude... L'usine est implantée du côté de Kékem. L'usine à Kékem. Et c'est maintenant. Alors, vous croyez que le gars qui est en Suisse, qui transforme en Suisse, qui transforme aux États-Unis, est-ce qu'il a un champ? Il n'a pas un champ. Il met en place une politique d'appro efficace qui lui permet effectivement de se ravitailler. Et au Cameroun, nous avons une société comme Telcar qui, par exemple, vous exporte près de 100 000 tonnes de cacao par an en direction de ses partenaires étrangers qui ont su structurer à travers des contrats leur politique d'approvisionnement. Il se trouve, numéro un, que Neo Industry n'a pas de politique d'approvisionnement après avoir déposé une usine à quelqu'un. Deuxième chose, imaginez que ce soit à quelqu'un, que ce soit dans la vallée du Thème, que Neo Industry produise 60 000 tonnes de cacao. Cela, c'est au moins 2000 camions à transporter. Moi, j'ai fait le calcul. 2000 camions de 30 tonnes à transporter. De la vallée du Thème à quelqu'un. Et maintenant, ce camion doit revenir. Donc, c'est 4000 tours par an. Nous sommes à plus d'1 milliard de transports. Mais en termes d'industrie, c'est des coûts hyper élevés. Vous n'avez pas compté le prix de la route sur le pesage. Et maintenant, il y a un environnementaliste. La charge sur les routes, mais c'est quelque chose de monstrueux. Donc, l'idéal, c'est quoi? C'est de venir dans le bassin de production pour réduire tous ces coûts et les ramener effectivement dans le bassin et les intégrer dans l'ensemble du système de production. Autrement dit, Emmanuel Néossi aurait dû installer son usine de Neo Industry dans la vallée du Thème. Dans un bassin de production. Au Cameroun, on les connaît. Bon, il a quelqu'un est très proche du MBAM, est proche de ces zones-là, où effectivement, il a la capacité de se ravitailler sans toutes ces charges qui sont extrêmement lourdes pour une entreprise sérieuse qui veut s'installer. Donc, comment justifier, il est présenté, Emmanuel Néossi, le groupe qu'il représente, comme un homme d'affaires très bien structuré, comment justifier ce déficit dans l'appréciation, dans la mise en place de son projet? Vous savez, monsieur Sepo, moi, je ne peux pas... Vous avez parlé tout à l'heure de projet improvisé. Moi, je ne peux pas juger. Moi, je vois les études. Moi, je vois le comportement de l'opérateur.
Vous comprenez? Et puis, lorsque vous observez donc le modèle économique, parce que ceux qui conduisent, s'il y a l'État derrière, ou bien s'il y a quelques malins derrière cette affaire, on ne peut plus revenir dans le modèle des champs qui produisent une masse de prolétaires qui vont s'accumuler. On va construire des baraquements pour des millions, des centaines de gens qui vont vivre n'est-ce pas, au bon vouloir, à la bonne humeur, n'est-ce pas, de ces entreprises capitalistiques. C'est bien pour cela que, et sur le plan stratégique, le cacao est l'une des rares cultures que le Cameroun maîtrise entièrement, que le peuple camerounais maîtrise entièrement. Le coton est français, le VA est malaisien. Et la vallée d'Intem, forestière et humide, est une zone propice pour la... Oui, c'est-à-dire que la vallée d'Intem produit 20 000 tonnes. À l'époque, je ne sais pas, ça a dû me documenter. Donc, je pense que si monsieur Neo Industry nous suit, il faut aller à la vallée d'Intem. Faire en sorte que les 20 000 tonnes de la vallée d'Intem, c'est environ sur 40 000 hectares. Ça veut dire que, parce que la productivité dans ces zones-là n'est pas optimale. Et elle n'est pas optimale, pourquoi? Parce que les producteurs font vraiment à qui mieux. Il faut donc les accompagner dans l'itinéraire de production de leur fève pour qu'elle soit une fève de qualité. Il faut mettre des fertilisants pour accroître la productivité à l'hectare. Et que l'on passe, ça prend une année pour que l'on passe de 20 000 hectares à 30 000 hectares et 2-3 ans à 40 50 000 hectares. Et les technologies et des sciences en cette matière, oui, vous parlez de 20 000 tonnes. Oui, de 20 000 tonnes à 40 000, 50 000. Puisque vous passez parfois, aujourd'hui, on peut faire 2 tonnes à l'hectare, 2 ou 3 tonnes. L'Équateur fait 4-5 tonnes à l'hectare. Donc les technologies en cette matière sont éprouvées. Et maintenant, on peut permettre à ces producteurs-là, ceux qui ont des plantations vieilles, moi j'ai vu dans cette zone-là des plantations abandonnées, mettre en place des politiques d'attrait des jeunes. Moi j'ai bien vu des jeunes dans les pays européens qui travaillent dans les vignes et autres, n'est-ce pas? Les attirer dans les plantations parfois abandonnées. Il faut créer des coopératives d'ouvriers agricoles. Il y a des choses qui permettent que l'on est en face, non plus d'une bande de prolétaires traités, n'est-ce pas, au mieux SMIC, mais des gens qui sont des entrepreneurs agricoles et qui maîtrisent leur production. Et d'ailleurs, ils connaissent le cacao. Ils le connaissent depuis des années, depuis des siècles même. Donc ce n'est pas une chose étrange pour eux. Il faut seulement les accompagner. Et je pense que si Neo Industry est sérieux, il y a un autre projet derrière. C'est-à-dire il y a autre chose derrière le cacao là. Hein? Il y a peut-être autre chose. Mais si c'est pour le cacao, et si c'est vraiment pour le cacao, cette étude de faisabilité, je crois, n'a pas été suffisamment bien pensée. Et je vais finir en disant que lorsque vous voulez développer des gens, comprenez? J'ai lu des articles où on dit non, c'est une zone vide, il y a 4 personnes au kilomètre carré, etc. Ce ne sont pas des arguments techniques. Vous n'avez pas, ce n'est pas ça qui fait qu'on apporte le développement quelque part. Le développement, lorsque vous voulez développer l'industrie, et le pays a dit que nous voulons envoyer 40% de la fève. Pourquoi? Parce que dans le calcul stratégique, les entreprises exportatrices au Cameroun, n'est-ce pas, ont déjà vendu le cacao du Cameroun sur 3, 4, 5 ans. Et donc, il y a un problème réel qu'il faut attaquer et non d'aller jouer à ce qu'on joue là. Vous prenez une société comme TECA, il faut ramener un régulateur dans le secteur. Dire, monsieur, vous ne pouvez plus exporter 100 000 tonnes de fèves. Il faut pouvoir le leur dire. Et leur dire, bon, dites à vos partenaires qui achètent la fève que désormais, le Cameroun voudrait vendre la matière semi-finie pour qu'une partie du travail reste au Cameroun. Donc, au lieu de vous exporter toute la fève, on peut vous exporter la poudre, on peut vous exporter pour vos industries pharmaceutiques et cosmétiques du beurre de cacao, même pour l'alimentation, les tourteaux. Donc, on peut s'entendre avec ces gens-là pour qu'une société comme TECA, qui a déjà l'expérience de la collecte nationale,
Donc, la fève dont Néo-Industrie a besoin, elle est là. Mais elle est entre les mains d'un exportateur. Il faut donc que l'État intervienne, que ce genre de devienne une sorte de NCPB qui collecte, qui accompagne les producteurs, qui les aide dans les périodes de soudure et qui, effectivement, fait les quotas en fonction des sociétés de transformation. Vous avez Acribi, hein, vous avez une société de transformation Acribi. Vous avez une société de transformation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que l'on voit ce que chacun voudrait avoir dans... Parce que, allons-y, transformons notre fève. Transformons-la à 100%. Pourquoi on transforme à 40, 50? Transformons-la à 100%. Et ceux qui vont s'installer sauront, n'est-ce pas, à quoi s'en tenir. Le cacao du Cameroun, c'est 260 000 tonnes. Sur 400 hectares, 400 000 hectares. C'est une faible productivité. Donc, il suffit de mettre un peu de technologie dans ce qui se fait en ce moment pour multiplier par 3 la production nationale. Et lorsque l'État du Cameroun, à travers le premier ministère à l'époque, je crois que c'est M. Montazé qui était, s'était proposé de produire 600 000 tonnes à l'hectare, pour la production nationale. J'avais rencontré un membre du gouvernement. Je lui ai dit, ce que moi je vois là, vous ne pouvez pas commencer par aller planter. Si vous voulez planter, c'est au moins 3-4 ans pour commencer à récolter. Mais vous avez déjà un verger national. Ce qu'on appelle l'hectare au Cameroun, c'est quoi? Ça s'appelle un hectare, mais il y a 500 plants dedans. Mais on sait combien il faut mettre dans un hectare. C'est environ 1200 plants. Donc, il faudrait d'abord revoir, restructurer, réidentifier, recomposer l'existant avant d'aller attaquer 26 000 hectares à gauche. Pourquoi? Et autre chose, où vont venir les gens qui vont travailler dans cette affaire? Très bien. Hyacinthe Bambo, le projet mené par Néo Industries, c'est un projet ambitieux pour l'économie nationale, la transformation du cacao localement. Est-ce que si les populations de la vallée du Ntem y étaient associées, Alain Wasso tout à l'heure a parlé d'un développement participatif, est-ce que cela apaiserait les... Votre question me permet justement de revenir sur un aspect très important et j'espère que les responsables de Néo Industries sont en train de nous suivre. Parce que nous avons observé depuis le début... On peut confirmer qu'ils ont été informés. Nous avons observé depuis le début de cette semaine, depuis lundi, une campagne médiatique de désinformation de l'opinion publique. Donnant l'impression qu'il s'agissait d'un problème tribal. Voilà, je voudrais donner des informations claires et nettes et je souhaite que ces responsables nous suivent attentivement. Je voudrais demander aux responsables de Néo Industries de faciliter la tâche au pouvoir public, notamment au Premier ministre, au ministre des Domaines et Affaires foncières, aux autorités camerounaises qui sont en train d'examiner ce dossier. Parce qu'il ne faut pas que le responsable de Néo Industries s'entoure des mauvais conseillers. La solution à ce problème ne réside pas dans la campagne de désinformation de l'opinion publique. Le département la presse au quotidien, en donnant l'impression que dans le département de la vallée du Ntem, on est tribaliste. Je voudrais vous dire que le Cameroun a 58 départements. Si on fait le classement des départements, des personnes accueillantes et hospitalières, ce n'est pas parce que je suis de la vallée du Ntem, le département de la vallée du Ntem vient en tête. Le département de la vallée du Ntem est un département frontalier. Nous sommes habitués, nous sommes nés dans ça, dans le brassage des cultures. Il y a d'abord la circulation des personnes et des biens avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Ce n'est donc pas le département de la vallée du Ntem, c'est un Cameroun en miniature. Nous rencontrons les ressortissants des 10 régions du Cameroun qui vivent en parfaite harmonie avec les populations autochtones. Nous avons 2 grands groupes ethniques qui constituent les populations autochtones. Nous avons les Ntoumou, nous avons les Mvaï. À ces 2 grands groupes ethniques qui constituent les populations autochtones, nous rencontrons les ressortissants des 10 régions. Et je dis, vous êtes un organe de presse, vous pouvez envoyer des journalistes sur le terrain, interroger
nos frères qui viennent d'ailleurs, qui vivent avec nous. Nous vivons en parfaite harmonie. Je vais vous dire, ceux qui disent que les populations de la vallée du Ntem font le tribalisme, est-ce que vous savez qu'il y a une forte communauté de ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent paisiblement dans la vallée du Ntem et qui font l'agriculture, la tomate, le piment, etc. Il n'y a donc pas de manipulation des élites. C'est-à-dire, je voudrais dire, il n'y a pas de tribalisme dans la vallée du Ntem. On peut parler de tribalisme ailleurs. Mais qui aussi est entre les Pas mains de d'une tribalisme, communauté. pas de xénophobie dans le département de la vallée du Ntem. Il ne faut pas que ces gens la fassent. Parce que plus ils sont dans cette campagne de désinformation, plus ils irritent les populations. Et en ce moment-là, les populations disent, ok, comme c'est ça, il n'y a plus de négociations possibles. Nous voulons le départ pur et simple. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que les terrains, les parcelles de terrain querellés ne concernent pas seulement nos industries. Il y a 4 structures bénéficiaires. Parce que pour Yaoundé, on parle d'à peu près 26 000 hectares Voilà. sur les 66 400 Autre hectares. chose que les gens ne savent pas. Le plus grand perdant dans cette histoire, c'est la commune d'Ambam. Je parle en connaissance de cause. Parce que quand je suis arrivé à la mairie d'Ambam en 2013, j'ai initié, en respectant toutes les procédures possibles, un projet de création d'une forêt communale. Nous avons tenu des réunions d'information avec les 86 villages, c'est-à-dire 86 chefferies de 3e degré, avec les 4 chefferies de 2e degré, les populations. Nous avons mené des réunions d'information, on a respecté toutes les procédures. Au point où, le 18 février 2015, le premier ministre chef du gouvernement a signé un arrêté portant incorporation dans le domaine, un décret portant incorporation dans le domaine privé de la commune d'Ambam d'une portion de terrain de 45 895 hectares au titre de la forêt communale. Ça, c'est une information que les gens n'ont pas. C'est ça qui fait donc que lorsque cette histoire a commencé, c'est moi, le maire d'Ambam, qui était la première personne à m'opposer à cela. C'est-à-dire, j'étais la première personne à m'opposer lorsque j'ai eu vent de ça. J'ai dit non. 66 000 hectares. Dans les 66 000 hectares, la commune d'Ambam a 45 895 hectares. Ces gens ont au fait d'expliquer que les deux activités peuvent cohabiter. Comment est-ce que les deux activités peuvent cohabiter? Est-ce que, Quand vous comprenez bien, les 66 400 hectares chevauchent avec les 45 la commune d'Ambam a 45 895 hectares. Un décret du Premier ministre signé du 18 février 2015 portant incorporation au domaine privé de la commune d'Ambam d'une portion de forêt de 45 895 hectares au titre de la forêt communale. Alors, pendant que l'industrie a 26 000 hectares, a évoqué un problème maintenant. Est-ce que c'est vraiment l'agriculture? Parce que moi, j'ai essayé d'identifier une sorte de banditisme qui était caché là-dedans. Parce que je voudrais le dire pour être transparent, la forêt communale d'Ambam fait partie des forêts communales les plus riches du Cameroun en termes d'essence. L'essence, tout à fait. En termes avec toutes les essences précieuses que vous connaissez, en termes de volume et de bois, avec tout ce que cela comporte. Des essences à vocation pharmaceutique également. Puisque j'étais la première personne à remarquer que le schéma de constitution de l'agro-industrie et autres du terrain concerné épousait exactement la même figure que la forêt communale a, en grande partie. Vous êtes Camerounais comme moi, même si vous vous réveillez du sommeil, on vous présente la carte du Cameroun, vous allez reconnaître la carte du Cameroun. Si on parvient à reconnaître la carte des autres pays comme le Gabon et autres, c'est la même chose avec la carte de la forêt communale d'Ambam. Alors, comment se peut-il que les deux projets, comment est-ce que les deux projets vont cohabiter? Ça, c'est de deux, pour constater l'irrégularité. Le décret qui donne, qui incorpore dans le domaine privé de la commune d'Ambam d'une portion de forêt de 45 895 hectares a été signé le 18 février 2015. Et l'autre décret, toujours du Premier ministre, a été signé en 2016, c'est-à-dire un an seulement plus tard. Alors, ça veut dire normalement
étant donné que la commune d'Ambam bénéficiait déjà d'un décret d'incorporation dans son domaine privé, aucun autre projet n'avait plus le droit de... C'était à la commune de dire maintenant, on a fini l'exploitation forestière, nous voulons maintenant faire de l'agriculture et autres. Pour revenir à ce que monsieur vous disiez là tout à l'heure, à savoir que ces concessions-là, qui sont déclarées d'utilité publique, doivent être concédées à des entités publiques, parce que le discours aurait changé si, par exemple, l'État du Cameroun, au lieu d'attribuer ces parcelles de terrain-là à des entreprises privées, attribuer ces terrains aux 4 communes du département de la vallée du Ntem, et pour accroître le pouvoir de négociation de ces municipalités-là. Et d'entrer, par exemple, dans un partenariat, dans un joint venture, par exemple, avec la néo-industrie. La preuve, la commune d'Ambam n'a jamais eu de problème avec les populations. Et pourtant, la forêt communale, c'est la forêt des populations, c'est la même forêt. On n'a jamais interdit à nos populations d'aller cultiver et autres. Nous cohabitons, nous faisons les deux et on essaie d'expliquer aux populations que c'est pour le bien de tout le monde. Alors, si un seul instant, on avait concédé ces parcelles de terrain-là aux 4 municipalités, le discours aurait changé. Parce que les maires, étant plus proches des populations, sont à même de pouvoir dire aux populations, bon voilà, pour le développement de notre territoire, je voudrais parler du département de la vallée du Ntem, nous sommes allés à la recherche des investisseurs. On a posé des conditions à ces investisseurs-là. Il se trouve que dans le cadre de ce projet, il y a 10 000 emplois à créer. Avec un cahier de charge. Nous avons demandé à l'entreprise de recruter en priorité les Camerounais. Écoutez-moi bien. Les Camerounais qui vivent sur le territoire. C'est-à-dire les Camerounais qui vivent sur le territoire. Parce que nous sommes tous frères. On ne fait même plus de différence. Nos frères de l'Ouest parlent exactement mon patois. Nos frères du Nord-Ouest, Sud-Ouest parlent mon patois. Nos frères du Nord parlent le Ntoumou et le Mbaye. Moi également, je connais quelques mots bamileke pour avoir cohabité avec eux. Je voudrais vous dire que de la 6e en terminale, je vivais dans la maison d'un bamileke qui vit en Mbam, pour vous montrer que nous n'avons pas ces problèmes-là. Il faut que ces gens-là cessent la désinformation. Qu'on ne dise pas que les gens de la vallée du Ntem sont en train de faire le tribalisme, ça c'est induire l'opinion publique en erreur. Il faut que cette entreprise reconnaisse le tort et cherche à réparer, cherche à recommencer à zéro. Au lieu de mener une campagne de désinformation, plus ils mènent une campagne de désinformation de l'opinion publique, plus ils énervent les populations locales. Et là, il n'y a plus de possibilité, aucune possibilité de négociation. On retient des informations et soupçons de déviation de l'activité principale agricole. Voilà. Alain Wasso. Au-delà des relents peut-être liés à l'opinion, à la sensibilité liée au terroir, parce que, comme monsieur l'expert l'a dit tantôt, quand on touche votre terroir, vous vous sentez agressé. Déjà, moi j'aimerais rester sur des aspects techniques et peut-être administratifs pour rester plus objectif. C'est l'objet d'ailleurs de cette émission. Je n'ai pas des éléments de cabale. Je n'ai pas question de faire une cabale contre soit Néo-Industrie ou il faut dire d'abord qu'une structure comme Néo-Industrie, c'est une grosse structure. Et pour ceux qui connaissent l'administration, ce genre de dossier est géré dans une commission qui peut être multisectorielle, puisqu'elle affecte plusieurs pans des activités. Ça veut dire que le ministère de l'économie est là, planification, forêt, agriculture. Le MINUD également, le ministère de l'industrie également. Toutes les sectorielles sont conviées, sont dans cette commission. Donc, à mon avis, et de façon factuelle, je ne connais pas, j'ai découvert une industrie à travers, mais je dis, la presse. Mais je dis, s'il y a une première victime dans cette histoire, c'est Néo-Industrie. La deuxième victime de qui? Victime de quoi? Victime de irrégularité. Oui, c'est Néo-Industrie. Parce qu'il faut savoir... Des responsables de l'administration. Il faut savoir que dans ce type de procédure, l'administration s'engage à faire des études, mais souvent à vos frais. Certaines procédures. Donc l'administration s'engage à le faire à vos frais. Il y a certains pans qu'on peut vous déléguer pour lesquels
On peut aussi Vous aisément envoyez à des déduire cabinets. que le droit de concession sur les 26 000 hectares, c'était pas gratuitement. Je vais arriver. C'est pour vous dire que c'est un peu un serpent de mer, tout ce qu'on voit là. Il y a néonisme, premièrement. Il y a les populations locales, et quand je dis population locale, c'est cette population cosmopolite, comme M. le maire l'a si bien dit. Ensuite, il y a l'État. Mais à côté de ça, il y a des acteurs qui ont induit l'État ou qui ont victimisé ces trois acteurs. Les représentants de l'État. Parce que dans toute la procédure, on se rend compte qu'il y a le flou dans tous les moyens. Donc, à l'état où les choses se trouvent actuellement, l'industrie ne peut rien faire. Il ne saurait même comment communiquer sur cette histoire. Parce que pour communiquer effectivement sur cette histoire dans le fond du dossier, il faut un communiqué du gouvernement, que le gouvernement nous explique. Idéalement, ne Effectivement. faut-il pas envisager, Alain Rousseau, une commission d'enquête? Tout à fait, ça c'est naturel. Parce que si le Premier ministre arrive à se déjuger sur le décret que lui-même a signé, il y aura des conséquences. C'est factuel. Bon, maintenant, à côté de ça, pour le choix économique... Mais là, parlant du Premier ministre, le décret auquel il s'agit de l'ancien Premier ministre. Nous sommes en 2000... Oui, Oui, tout à fait, il s'agit de l'ancien Premier ministre, de mais l'administration continue. Il y a finalement pas celui qui est là. Exact. Juste pour apporter. Aussi L'administration... bien pour le décret dont bénéficie la commune d'Ambam, portant une corporation de 45 895 hectares dans le domaine privé. Celui de 2015. Du 18 février 2015. Ok, je vais terminer Et s'il vous plaît, celui parce que de 2016 je pense que je les suis à deux l'écran. ont été signés de l'ancien Premier ministre. Oui, allez-y, Donc, Alain Rousseau. c'est un problème pour lequel la seule personne qui peut, la seule entité morale qui puisse communiquer de façon directe, précise et concise, et pour lesquels il y aura des impacts, c'est l'État. Et je pense que l'État a son temps. Certainement, les procédures sont en train d'être menées à l'intérieur. Très bien. Maintenant, pour les aspects, Allez-y, pour les je vous en aspects prie. économiques, je suis heureux que les panélistes ici ont fait allusion à le terroir. Moi, j'ai la chance comme Camerounais d'être de l'extrême nord, département de Mayokani, arrondissement de Kaélé. Donc, je suis Mouna, en passant. Et chez nous, dans le septentrion et le Grand Nord en général, la culture de prédilection, du moins c'est industriel, de rente, c'est le coton. Le coton. Et l'usine de coton est à Garoua. Et vous savez combien l'extrême nord est vaste. Tout à fait. Mais tout cela est acheminé après des paquetages et tout, c'est un nombre de conditionnements au niveau de Garoua. Pour dire ceci, dans les business plans, il y a toujours des scénarios en fonction du bassin de production, en fonction de l'usine de traitement et en fonction des axes d'écoulement ou d'acheminement vers l'extérieur. Donc c'est pour dire que dans son scénario, ce n'est pas que l'industrie qui a validé ce business plan-là. Je pense que l'économiste, l'expert va être d'accord avec moi là-dessus. Il a produit un business plan, il a donné des scénarios. Les techniciens de l'administration se sont assis, ils ont validé les scénarios. Donc, comme pour vous dire que ce dossier, à mon humble avis, c'était un serpent de mer pour Est-ce lequel que le scénario- nous attendons la on n'est décision pas du sûr Premier que le ministre scénario pour répartir contenait les tâches la et les production responsabilités de d'une chacun. grande plantation. Le scénario de la grande plantation n'intervient pas dans le business plan de cette affaire. C'est parce que il fallait, c'est sur le plan de la collecte de la fève que ça se joue. C'est là le cœur de l'activité. C'est là le cœur de l'affaire. Parce qu'au fond, quand vous parlez de la sueur de coton à Garoua, la sueur de coton à Garoua, c'est bien que ce soit à Garoua. Si vous prenez l'usine de Kekem et vous mettez ça dans un bassin de production, les effets structurants sont réels et immédiats. Voilà. C'est-à-dire ça diffuse la technologie dans l'ensemble du bassin. Et ça change complètement l'environnement. Parce que le coton dont vous parlez, vous savez que votre coton, le tourteau, votre coton avait été traité au Nigeria par l'ancien directeur général. Cela devait se faire là, à Garoua. Parce que maintenant, dans les coûts de production, quand vous faites la comptabilité analytique, les coûts de production sont amortis par un certain nombre de produits, de sous-produits, n'est-ce pas, que génère la matière première. Dans le cas du coton, vous pouvez avoir de l'huile, vous pouvez avoir l'aliment de bétail, vous pouvez fabriquer des tissus, vous pouvez fabriquer des cordes. Il y a une série qui fait que l'environnement de l'industrie devient un environnement, c'est un moteur de prospérité. Et nous avons suivi un certain nombre de projets au Cameroun
C'est la première fois que nous observons ce genre. À Tikondi, l'agro-industrie de Tikondi, l'agro-industrie sucrière de Tikondi, c'était dans le bassin. Il était question de faire du sucre dans l'interzone Bertois-Batouri. Si vous allez à Nkonteng ou à Bandiok, l'usine est dans les champs. Pourquoi? Parce que c'est une démarche de coût. Parce qu'en matière de compétition, qu'est-ce que l'entreprise joue essentiellement sur les coûts de production. Et que ce soit à Tikondi, où on avait attribué à quelqu'un une concession de près de 30 000 hectares, cela s'est fait avec les communes. Les communes étaient actionnaires dans cette société. Et les communes avaient apporté plus de 500 millions à travers le FECOM dans cette société-là. Et j'avais assisté à cette affaire parce que, et à l'époque, tous les villages étaient concernés. On a tué le nombre de bœufs qu'il fallait pour que les villageois soient informés et que les gens mangent et boivent, sachant qu'il y a une grande entreprise qui est en train de s'installer chez nous. Alors, dans le cas de nos industries, où des choses, 26 000 hectares s'attribuent dans l'obscurité, il y a un problème. Alors, monsieur, je pense que nos industries ne peut qu'en vouloir qu'à lui-même. Vous ne pouvez pas être un homme d'affaires avisé au Cameroun et ignorer, mais monsieur, qui ignore comment on fait le moins de titres fonciers dans les quartiers. À plus forte raison, aller dans les villages, prendre 26 000 hectares. Si c'est les fonctionnaires qui vous disent non, on va vous signer ça, comme ça, donne-nous 1 milliard, je ne sais pas quoi, parce qu'il a dû laisser les plumes. Mais, monsieur, ça c'est la contrepartie de la corruption dans laquelle il s'est engagé, qu'il est en train de payer. Très bien, cher monsieur, je vous propose, on reparlera certainement de cette affaire. Elle va certainement pas s'achever dans les tout prochains jours. L'affaire de l'expropriation dans la vallée du Thème. On aura aussi certainement l'opportunité d'évoquer d'autres localités du Cameroun qui connaissent les mêmes réalités. Je vous propose de prendre une transition. On revient pour la suite parler de la décentralisation. Retour sur ce plateau. On parle à présent de décentralisation. L'Afrique célébrait ce lundi 10 août la journée dédiée à la décentralisation au développement local. Il y a quelques mois, de nouveaux exécutifs communaux sont arrivés à la tête de nos communes. Malheureusement, les cris d'alarme se multiplient dans différentes communes. Beaucoup de maires peinent ou expriment leur désarroi. Ils peinent à exécuter de manière efficace leur mission auprès de leur population. Principale raison des rapports extrêmement difficiles avec l'autorité administrative et l'épineuse question du financement de la décentralisation, la mobilisation des ressources. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose, cher monsieur, d'aller du côté de Ndjombe. Nous allons écouter le maire Paul-Éric Kingé. Paul-Éric Kingé, bonsoir. Très récemment, vous avez été, impliqué dans un bras de fer avec l'autorité préfectorale sur la gestion des carrières que vous jugiez jusque-là mafieuses. Avant d'entrer sur le sujet de la décentralisation de manière globale, quel est l'état des lieux aujourd'hui de ce différend sur la gestion des carrières dans votre commune de Ndjombe-Pendia? Oui, merci Serge de me donner une fois de plus, n'est-ce pas, l'opportunité de parler des affaires de la carrière de Ndjombe-Pendia. Bonjour surtout à vos téléspectateurs. Je souhaite que les gens soient situés, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe jusqu'ici dans la localité de Ndjombe-Pendia. Disons que je vous ai dit que les conflits qui se sont déroulés à la commune de Ndjombe-Pendia, notamment dans ces carrières,
sont des conflits qui ne sont pas encore jugulés, qui ne sont pas encore gérés. Je vous avais dit qu'il y a eu des casses par un homme en tenue, c'est-à-dire le commandant de groupement de gendarmerie de Nkosamba, qui a été requis par le préfet de Mungo pour détruire les bâtiments publics, n'est-ce pas, de la commune, construits par la commune de Njombe-Pendia, et à travers les marchés, bien évidemment, à travers les marchés publics. Moi, je voudrais vous dire que je n'avais jamais encore entendu que les gens qui travaillent pour l'État prennent sur eux de détruire les bâtiments de l'État. Je continue toujours à attendre que les sanctions soient prononcées contre ces gens. Si les sanctions ne sont pas prononcées contre ces gens, vous comprendrez la frustration des populations de Njombe-Pendia et ma frustration, parce que j'ai été attaqué, n'est-ce pas, dans mon intimité, d'une part, mais surtout, le peuple de Njombe-Pendia a subi un affront, n'est-ce pas, des fonctionnaires, notamment du préfet, et surtout d'un homme en tenue qui est censé protéger les investissements, protéger le maire, protéger les autorités civiles. Et cette situation a amené finalement nous a amené à saisir les juridictions de Douala, notamment le tribunal administratif pour ce qui est du préfet et le tribunal pénal pour ce qui est du préfet aussi, parce que de toute évidence, c'est lui qui a envoyé le commandant de groupement agir en ces lieux et places. Maintenant, il y a également le ministre lui-même de la décentralisation qui a été traîné, du moins que j'ai traîné au tribunal administratif, du fait de son acte, de son message fax, qui demandait de surseoir, n'est-ce pas, à l'exercice d'une compétence qui nous est pourtant transférée. Donc j'ai demandé que le juge administratif nous dise si oui ou non le ministre avait raison de le faire, si oui ou non le message fax du ministre pouvait plier la loi, parce que quel que soit le cas, ce n'est pas à travers le préfet et par message fax que le ministre doit demander au maire de surseoir. D'abord, pour moi, ça paraît assez curieux. Vous connaissez ma position sur cette question. Ma position sur cette question est simple. C'est que, pour moi, les fonctionnaires ne peuvent pas implémenter la décentralisation. Surtout lorsqu'ils sont administrateurs civils. Qu'est-ce que vous voulez qu'un administrateur civil vienne changer alors qu'il a été formaté à gouverner, à commander? Vous lui dites maintenant qu'il ne doit plus commander et qu'un certain nombre de choses vont lui échapper. Le gars va devenir fou. Aucun administrateur civil ne peut accepter ça. Du coup, même en France, il faut que les gens le comprennent, même en France, quand il s'est agi de passer à la décentralisation, on est allé chercher quelqu'un dans le secteur privé pour venir porter la décentralisation. Parce que dans le secteur privé, on a la vision. Un fonctionnaire du secteur, je veux dire, qui plus est administrateur civil, ne peut pas porter la décentralisation. Je vais vous prendre d'ailleurs une petite histoire. Je vais vous raconter une drôle d'histoire là ce matin. J'ai vu un communiqué que le ministre... Un autre message fax que le ministre de la décentralisation nous a envoyé aux maires du Cameroun pour leur dire que la météo annonce des lendemains très compliqués sur l'ensemble du territoire avec des inondations et autres. Mais ce qui m'a paru curieux dans ce message porté, c'est qu'il parle des maires, à tous les maires du Cameroun et à toutes les communes du Cameroun et aux communautés urbaines. Donc vous comprenez que quand c'est le ministre de la décentralisation qui parle encore des communautés urbaines, on se croirait au Tchad, on se croirait au Sénégal, parce qu'en réalité, il n'y a plus de communauté urbaine. C'est-à-dire que c'est le ministre qui doit être le premier à rappeler qu'il n'y a plus de communauté urbaine. Pourquoi il n'y a plus de communauté urbaine? Parce que la communauté urbaine n'est pas la mairie de ville. Les deux ont des fonctionnements, avaient déjà des origines différentes. C'est-à-dire
le délégué du gouvernement était nommé à la communauté urbaine. Ici, le maire de ville n'est pas nommé. Donc, c'est complètement deux choses différentes. Merci au maire de Njombe Penja pour les Rikingé, toujours très incisif. Yacet Mbambo, votre ancien collègue, hein, le maire pour les Rikingé, il est clair, les fonctionnaires, les administrateurs civils ne peuvent pas implémenter la décentralisation. Est-ce que l'administration est un frein à la mise en place, on va dire même l'accélération du processus de décentralisation? Je voudrais l'expérience de maire, de spécialistes en la matière. Je voudrais dire que il demeure mon collègue parce qu'on est maire à vie. Je reste maire. On est maire à vie, il demeure mon collègue. Mais je voudrais quand même réagir à certains de ses propos pour préciser que au Cameroun, nous sommes très forts dans la création des concepts. Et la création des concepts fait que parfois on s'écarte de la logique de ce que disent, de la réglementation, ce que disent les textes. Je voudrais dire à mon collègue Paul-Éric Kingé qu'effectivement, la communauté urbaine existe toujours au Cameroun. À l'état actuel, c'est-à-dire parlant de la réglementation, parlant de la loi, le terme communauté urbaine est synonyme de ville. Lorsqu'on dit communes et villes unies du Cameroun, ça voudrait dire l'association des communes et villes unies du Cameroun, ça veut dire l'association des communes et communautés urbaines du Cameroun. Par contre, la mairie de ville n'existe pas. La mairie de ville n'existe pas au Cameroun. Ce n'est consacré par aucun texte. C'est pour cela que je dis, les Camerounais sont très forts. De maire de la commune de ville. Les Camerounais sont très forts dans la création des concepts. Je vais vous prendre des cas précis, au cas par cas. Lorsqu'on a adopté, lorsque le président de la République, en date du 24 décembre 2019, a promulgué la loi numéro 2019-24 du 24 décembre portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Il y a un ensemble de concepts consacrés par cette loi-là. Le super-maire n'existe pas. Et les Camerounais ont tout fait de dire le super-maire. Le terme super-maire n'existe dans aucun terme dans la réglementation, dans la législation en matière de décentralisation au Cameroun. Nous avons le maire de la ville et le maire tout court qui est à la tête, le maire de la ville qui est à la tête de la communauté urbaine ou de la ville, parce que les deux termes sont synonymes sur le plan de la loi. La ville est synonyme de communauté urbaine. Par contre, la commune d'arrondissement, c'est-à-dire une municipalité qui est implantée sur un territoire couvert par une communauté urbaine, et la commune d'arrondissement étant membre de la communauté urbaine, est dirigée par un maire tout court, et la commune tout court est dirigée par un maire tout court. Le super-maire n'existe pas. Alors je voudrais dire, la communauté urbaine existe bel et bien. On peut dire maire de la ville, c'est également le maire de la communauté urbaine. C'est le chef de l'exécutif qui a changé. Avant, c'était le délégué du gouvernement qui était nommé par un décret du président de la République. Actuellement, c'est le maire de la ville qui est élu par un collège électoral constitué de l'ensemble des conseillers municipaux des communes d'arrondissement qui sont membres de la communauté urbaine. Très ça, bien. c'est le collège. Ça, c'est pour la précision sur le plan sémantique. Maintenant, et juridique. Il faut dire que la décentralisation, de façon simple, c'est le partage du pouvoir entre l'État et les structures infra-étatiques qu'on appelle collectivités territoriales décentralisées. Pourquoi partage du pouvoir? Parce que le pouvoir, c'est quoi? C'est les compétences et les ressources. Lorsqu'on vous donne les compétences et les ressources pour gérer ces compétences-là, pour administrer ces compétences-là, on vous donne le pouvoir. Et le pouvoir ne se partage pas facilement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'État, d'une part, transfère aux entités infra-étatiques qu'on appelle collectivités territoriales décentralisées, à savoir les régions et les communes, un certain nombre de compétences. Au Cameroun, nous avons 6 grands domaines. L'éducation, la santé, le sport, la culture, l'économie et le social. Voilà les 6 grands domaines de compétences en termes de décentralisation à la camerounaise. Je voudrais donc dire que la gestion de ces compétences-là a un certain nombre de principes.
les communes qui sont des collectivités territoriales décentralisées, ce sont les démembrements de l'État. Oui, au terme de la loi, les collectivités territoriales décentralisées bénéficient d'une autonomie administrative et financière. Mais n'oublions pas que les communes sont implantées dans un État qui a à sa tête un chef de l'État qui a une vision. La commune ne saurait s'écarter de la vision globale du chef de l'État. Et la vision globale du chef de l'État est mise en œuvre par le gouvernement, parce que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation, qui est définie par le président de la République. Et le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de cette politique-là. Donc, la politique globale de l'État est mise en œuvre par le gouvernement. Un maire qui ne le comprend pas est en train de s'écarter de la logique. Mais lorsqu'un maire comme celui de Djombe Pendia veut s'approprier une compétence, notamment en parlant de la gestion des carrières, et que c'est l'autorité administrative ou sa tutelle qui vient être un frein, parce que la commune a besoin de ressources. Alors, même le dernier des Camerounais, c'est que le Cameroun est un état de droit. Un état de droit, c'est un état où l'arbitraire n'existe pas. Tout est réglementé par les textes. Alors, ça existe partout. Il y a le cadre général. Il y a le cadre général et il y a les cadres spécifiques. Au niveau de l'État central, nous avons la loi qui fixe le cadre général. Maintenant, il y a un cadre d'application de cette loi-là qui est le décret d'application. Au niveau de la commune ne se contente pas seulement de la loi qui est votée au niveau de l'État central. Pour que, je voudrais dire, chaque commune devrait normalement, une fois qu'une loi est votée, contextualiser cette loi-là en fonction de ses réalités. C'est pour cela que les communes prennent des sortes de lois communales qu'on appelle les délibérations. Je prends un exemple. Parlant de la fiscalité locale, l'État dit, la loi de la République qui porte fiscalité locale avant son incorporation dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, ou alors les dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui concernent la fiscalité locale, fixe des, je voudrais dire des fourchettes. Je prends un impôt comme la taxe d'occupation temporaire de la voie publique. L'État dit, les communes peuvent appliquer la taxe d'OTVP entre 1000 francs et 3000. Et il appartient maintenant à chaque commune d'intégrer cela à travers une délibération. C'est ainsi que vous allez voir certaines communes pratiquent la taxe d'occupation temporaire de la voie publique à 3000, d'autres pratiquent la taxe d'occupation de la voie publique à 2000, d'autres pratiquent la taxe d'occupation temporaire de la voie publique à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Chaque commune a tenu compte de ses réalités locales pour intégrer dans l'ordonnancement interne, juridique interne de la municipalité, la loi générale qui a été votée. Très bien. Alors, quand on parle de texte d'application, c'est nécessaire que lorsqu'il y a une loi, il y a des dispositions qui automatiquement ou obligatoirement doivent attendre le contexte, le cadre général d'application, le cadre d'application de cette loi-là. C'est ça le rôle du texte, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. À ce propos donc, je suis bien conscient de ce que le Code général des collectivités territoriales décentralisées a donné des compétences aux communes pour la gestion des produits de carrière et autres. Mais il est plus prudent d'attendre le décret d'application pour la mise en œuvre. Parce que c'est ce décret d'application qui viendra expliquer en détail ce que le président de la République, qui est le chef de l'État, qui définit la politique de la nation, ce qu'il entend faire lorsqu'il a décidé de concéder cette compétence aux collectivités. Ce qu'il entend faire de façon concrète, c'est ça, un texte d'application. Très bien. Joseph-Marie Mundou, est-ce que vous comprenez ces pesanteurs? Le maire Yassine Ba a expliqué le cadre général, réglementaire. Est-ce que vous ne jugez pas qu'aujourd'hui, ce sont véritablement des pesanteurs qui empêchent aux communes de réaliser leurs objectifs? Principal problème aujourd'hui, la mobilisation
des ressources. Le financement partiel de la décentralisation fixe à peu près 15% du budget. Cette année, on est à peu près à 2-3%. Ne vient pas toujours. Il faut trouver des ressources à la base, mais il y a toutes ces pesanteurs sur le plan réglementaire. Vous savez, moi je pense que vraiment nous devons être des citoyens qui observent leur pays. Observer passivement, de manière... Le Cameroun, non, observer, c'est la première étape de la démarche scientifique. Le Cameroun a des problèmes. Le Cameroun a des problèmes économiques. Ce n'est pas une farce ou une histoire qu'on raconte. Le pays a des problèmes comme la plupart des pays au monde. Nous sommes face au problème de Covid-19. Nous avons une économie au ralenti qui est même pratiquement couchée. Donc, quand on est un homme d'État, j'imagine que M. King va être un homme d'État, il faut avoir cette capacité à observer son pays. Et parce que ce n'est pas du sénégalisme, la mairie. Moi, je pense que... Mais les relations conflictuelles, ce n'est pas exclusivement Djombe Penja. On a vu à Massok son loulou également. C'est lié au fait entre le maire Robert Batoum et le préfet de la Sanaga maritime sur la régulation du transport, du flux des camions dans sa... Je pense que... Ce n'est pas le seul cas, je pense qu'un pays, c'est une grosse entreprise. Cela a besoin d'être organisé. C'est l'État du Cameroun qui a décidé de décentraliser. C'est l'État du Cameroun qui a fait les lois sur la décentralisation. Les préfets sont les agents de l'État du Cameroun et qui veulent piloter, conduire cette décentralisation au regard de la vision de leur gouvernement, de ceux qui les ont envoyés sur le terrain. Et nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais qui peuvent faire la décentralisation et ceux qui ne peuvent pas la faire. C'est complètement, moi je pense, mon ami King, qui me regarde certainement, je pense qu'il faut sortir de ce créneau. Les gens doivent s'entendre. Dans chaque activité, il y a un cadre de concertation. Et quand vous êtes un homme politique, il faut être un homme de négociation. Il faut être une élite capable d'amener, parce qu'ils ne pensent pas que les préfets la veulent du mal à la commune. Et vous pensez quand même pas que ces préfets viennent avec pour mission d'empêcher que les communes fonctionnent. Mais on ne peut pas non plus faire comme si les préfets n'existent pas. Il y a donc un cadre de concertation à mettre en place. Je vous ai dit, moi j'ai accompagné des gens acheter du sable carrière quelque part vers Emana. Arrivé quelque part là, la voiture s'arrête et paye l'argent de la commune. Par camion, je crois que c'est 2000 ou quelque chose comme ça. Tous les camions qui passent donnent l'argent de la commune. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Le tarif est de 3000. En Djombe Penja, par exemple, on paye 720 francs par camion. Oui, enfin, je ne sais pas, vous avez suivi l'expert. Chaque commune adapte en fonction du revenu, en fonction du prix même. Parce que peut-être ce n'est pas le même prix de la carrière à Yaoundé que là-bas. Mais je n'ai jamais entendu des problèmes entre le préfet de Yaoundé, paix à son âme, et M. Abouna, qui est de Yaoundé premier. Je veux dire que il faut quand même que, et c'est pour cela qu'il est important, que les maires soient des hommes politiques. Parce qu'un homme politique, c'est un homme de courage, un homme de capacité, un homme de négociation. Ce n'est pas la bataille. Un homme politique, c'est ça. Un homme politique, c'est un homme patient. C'est ça, un homme politique. Il faut qu'il y ait des hommes d'État. Parce que quand vous observez le comportement des maires, c'est sur le syndicalisme. Ça, ce n'est pas la gestion d'une mairie. Et puis, la mairie, ce n'est pas seulement les camions de sable. On aimerait quand même un syndicalisme qui peut se justifier par les attentes des populations à la base. Moi, je pense que la mairie, ce n'est pas seulement les carrières. Vous savez, quand vous avez un programme communal, parce que vous êtes quand même élu sur la base d'un programme communal. C'est vrai que beaucoup ont réussi dans cet environnement où le populisme, n'est-ce pas, a pris le dessus sur la réflexion citoyenne, à arracher les postes de maire. Je n'ai pas prétendu que c'est le cas de Paul-Éric, mais nous souhaitons quand même avoir des feuilles de route de nos communes. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire la commune de Djombe Penja?
Est-ce que cette feuille de route-là est connue de tous les élites de Ndiombe Penja? Est-ce que cette feuille de route-là est connue du ministre qu'il est en train de traîner au tribunal? Bon, quand vous traînez un ministre de la décentralisation au tribunal, quel type de rapport voulez-vous avoir avec ce ministre-là pendant votre magistère? Je crois quand même qu'il y a... Monsieur, je voudrais que l'on soit sérieux si on veut construire notre pays. Il n'y a pas de Camerounais qui doivent affronter les autres. Un préfet est un préfet, un maire est un maire, et un préfet a ses attributions. Qui sont les attributions de la République? N'est-ce pas? Il a le pouvoir républicain. Il est le représentant du chef de l'État. Et je crois qu'il faut que cela soit très clair. Vous êtes également maire. Vous avez le suffrage populaire. Vous êtes les patrons de la proximité. Vous devez connaître votre population, poser les problèmes de votre population, aller chercher les financements là où c'est tout. Pas seulement dans les carrières. Vous pouvez les avoir par plusieurs formes de joint venture. Il faut mettre en place, parce qu'il ne faut pas aller briller par des activités qui sont des activités de violence, en fin de compte. Et il me semble qu'il est important aujourd'hui que l'on dise cela, parce que nous avons demandé la régionalisation. D'autres ont demandé le fédéralisme. Ce n'est pas facile, monsieur. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Donc, il y a un pays qui s'appelle le Cameroun. C'est un pays, une république. Et les lois, la république, c'est quoi? La république, c'est les lois. N'est-ce pas? Nous avons copié ça de Montesquieu et autres. La république, c'est les lois. Et il faut les connaître. Il faut connaître, il faut savoir qui est le représentant de la loi. Il y en a qui sont là pour la faire exécuter. Contre qui que ce soit, y compris contre le chef d'État lui-même. De manière rigide. Ouais. Donc, il faut faire attention. Et lorsque le préfet vient devant vous, il vous dit, je suis le représentant de la loi. Et je vous dis, ça ne se passe pas comme ça, même si vous êtes le patron de la commune, mais je vous dis, ça ne se passe pas comme ça, au niveau de ceux qui m'ont envoyé, au niveau de la loi que j'ai lue, voilà. Et maintenant, c'est le cadre de concertation que le maire doit développer en permanence. Et je peux vous assurer, la plupart des préfets, et beaucoup de maires d'ailleurs que je connais, transitent par un cadre de concertation. Sinon, on est dans l'anarchie où on pense que dès que vous êtes maire, vous faites ce que vous voulez. Je pense que ce ne soit pas cela l'objectif. Les deux, chacun venant de son côté, ont pour objectif de concourir au bien-être des populations locales. Avant le mot de fin qui sera réservé à Alain Wasso, parce qu'on arrive à la fin, je vous propose qu'on fasse rapidement un tour du côté de Bruxelles pour écouter Nestor Hemley. Il est spécialiste de la coopération décentralisée, directeur du cabinet Interaction. Il travaille pour le groupe ACP Union européenne sur les questions effectivement de coopération décentralisée. Il nous donne son regard de manière très brève sur l'évaluation des potentialités pour permettre à nos communes peut-être de gagner en dynamisme. On l'écoute et puis on revient pour la suite. Écoutez, les collectivités locales en elles-mêmes sont plutôt des outils, des instruments pour servir leur population. Pour devenir des pôles de développement, les collectivités doivent s'appuyer sur les ressources qu'ils ont sur leur territoire, sur les richesses, les potentialités qu'il y a sur le territoire. Il faut une démarche, je suppose, qui permet d'identifier sur le plan, par exemple, ce qu'il y a comme richesse dans le domaine du tourisme, dans le domaine des matières premières, dans les activités de production qu'il y a sur le territoire, et également au niveau des établissements, des centres de formation, établissements de formation, donc de préparation de ressources humaines qu'il y a sur le territoire. C'est cet inventaire des atouts qui doit servir de levier, en plus bien évidemment des ressources financières, pour définir une politique de développement économique local sur un territoire. Très bien. On va sortir de ce sujet par voie Alain Wasso. Il dit, Nestor Hemley, qu'il faut se concentrer sur les ressources locales, sur le plan du tourisme, on pourrait dire sur le plan minier également. Les communes ont bien cette volonté, mais de fortes pesanteurs sur le plan réglementaire.
C'est une réalité qui n'échappe pas à celle aux communes de l'extrême nord également. C'est trivial, et peut-être même de chez moi. La vérité, c'est que les temps ont changé et il y a un problème de conscience, d'état de conscience, lié au simple fait que les sous-préfets avant avaient des alter ego comme des maires, des personnes qui avaient des potentiels ou un potentiel intellectuel et peut-être en matière de perspective et qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des maires qui sont des intellectuels, qui sont qualifiés dans certains secteurs et peut-être des secteurs de pointe qui vont au-delà du cadre administratif qui est dévolu au sous-préfet. Et c'est pour ça que j'ai apprécié un thème, il faut un cadre de concertation. Parce que sinon, on va assister à des chevauchements de compétences négatifs. Parce qu'il serait souhaitable qu'on assiste à un chevauchement de compétences positifs entre un maire et le sous-préfet. Mais le danger qui est à la portée du sous-préfet, c'est que dans un État comme le nôtre, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Et que les actes posés par un sous-préfet sont attaqués systématiquement au tribunal administratif. Il pourrait être... Et là, on parle même du ministre lui-même. Vous voyez que ça crée une sorte de tension déjà entre les deux entités juridiques qui doivent se travailler ensemble sur le terrain. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, au-delà des aspects juridiques, du cadre normatif qui encadre le développement, il y a aussi l'aspect humain. Et ce cadre de concertation, il peut être formel et informel. Et c'est peut-être quand on a épuisé ce genre de process que nous pouvons prendre des enveloppes peut-être qui vont au niveau judiciaire. Maintenant, quand je dis cela, pour terminer, les communes au Cameroun ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des communes qui sont assez pauvres, qui n'ont pas autant de ressources comme celle de la commune de Djumopia, dont celle de Yaoundé ou de ça veut dire qu'effectivement, en fonction de ça, chaque maire nivelle les ressources de son territoire dans son plan de développement communal. Et ce plan de développement communal, comme l'a dit l'expert, doit être adossé aux objectifs généraux que le président de la République s'est donné par rapport à la nation. C'est pas parce qu'on est maire que dans son cadre normatif, on est appelé ou bien on doit tout faire. Non. On doit rester dans la vision globale telle que définie par le chef de l'État. Mais j'invite aux administrateurs, les administrateurs civils qui sont sur le terrain à avoir aussi une intelligence, j'allais dire même juridique. Parce que face à un maire qui connaît, qui s'y connaît et qui est bien encadré dans sa cellule juridique, il va attaquer vos actes chaque fois et vous serez débouté. Et vous allez perdre la face et devant monsieur le maire et devant les populations. Donc la décentralisation devrait être un cadre dans lequel l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée travaillent en commun pour atteindre le même objectif pour lequel le président de la République a été voté sur un mandat. Merci à vous, Alain Wasson. Nous sortons de ce sujet. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On aura l'opportunité, il y a un débat, je sais que vous pouvez envie de continuer à parler de la décentralisation. C'est un sujet permanent, mais il fallait donner la priorité à la question de la vallée du Thème. Nous y avons encore un peu plus de temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci une fois de plus d'avoir été là, Joseph Mariel-Oundou. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité au programme d'Info TV. Merci particulier à l'équipe de production. Narcisse Ondon nous a assisté ici au studio. Jacques Bitier-Bias est chargé de la réalisation et la diffusion assurée par Landry Tia. Mesdames et messieurs, excellent suite de programme sur Info TV. À très bientôt.